le cap de l'insularité en tant que start-up, les défis de la croissance, c'est bien le thème de cette dernière table ronde que nous vous proposons sous forme de partage d'expérience. Quelques mots encore, le temps que nos participants prennent place dans les différents fauteuils. Petite start-up deviendra grande. Force est de constater que les territoires du monde entier comprennent désormais l'enjeu majeur qu'est l'innovation technologique et servicielle amenée par les start-ups innovantes. Dans une sortie de crise sanitaire désormais en cours, et plus que jamais, l'appui des innovateurs permettra à la fois de protéger les zones insulaires tout en les intégrant au développement global du XXIe siècle. L'insularité des startups réunionnaises génère de réelles barrières au développement rapide d'une activité. On parle d'un marché limité, d'une attractivité des talents, un nombre limité de partenaires potentiels. On a évoqué sur la table précédente des fonds d'investissement, des structures d'accompagnement, des coûts à l'importation de matériaux, etc., etc. Pourtant, pour être viables, les solutions pensées par ces startups doivent être transposables à des marchés plus larges, aussi bien insulaires que continentaux. Pas de recette miracle, plutôt des expériences à partager avec nous. Anne-Laure Morel, présidente de Torscal, Béatrice Gouillon, présidente de Logipren, Alain Potin, président de Please, et Ludovic Narayana, président de Datarox.io. Bonjour, merci à vous quatre d'être avec nous. Je vais démarrer par vous demander à chacun de présenter brièvement l'entreprise qui est la vôtre et les étapes importantes de sa croissance. Mesdames, vous avez l'honneur de commencer. Bonjour à tous, donc je suis Anne-Laure Morel, présidente fondatrice de Torscal. Torscal en fait est spécialisée en nanotechnologie verte, c'est-à-dire qu'en fait on conçoit des nanoparticules d'or par chimie verte, en excluant tous les produits chimiques toxiques, pour le traitement des cancers. Donc la société a été créée en 2015, incubée au sein de la Technopole, l'incubateur de la Technopole. Et aujourd'hui, donc on emploie 9 personnes, on est sur 3 sites, La Réunion, Paris et une présence aux États-Unis, avec une joint venture chinoise à Suzhou. Et on prépare en fait activement les essais cliniques phase 1 chez l'homme en France. Voilà. Merci. Monsieur Potin. Madame d'abord, pardonnez-moi. Non, honneur aux dames d'abord, pardonnez-moi, j'ai... Bonjour, donc je suis le docteur Béatrice Gouillon, je suis pédiatre néonatologue et je dirige la société Logipren, qui est une société qui sécurise la prescription dans les services de réanimation néonatale. Donc c'est les services, vous savez, où il y a des tout petits prématurés qui font moins de 2 kilos, etc. Donc on a développé un logiciel qui prescrit à la place du médecin et qui évite totalement les erreurs médicamenteuses, en sachant que dans cette population de malades, les erreurs sont très souvent très très graves. Voilà. Et alors, quelles sont les étapes? En fait, il y a eu plusieurs tranches de vie dans ce projet. Jusqu'à fin 2015, on était dans le secteur public et c'est un projet qui a été porté par le CHU de La Réunion, l'Université de la Réunion et subventionné par le FEDER. Et donc à l'époque, j'étais encore pédiatre hospitalier. Et à la fin des subventions, j'ai quitté l'hôpital et on a activé entre guillemets la société pour donner un modèle économique à ce qui avait été développé avec les subventions publiques. Et donc depuis, on équipe la plupart des hôpitaux en France, tous les DOM, et on commence depuis cette année à s'exporter. Donc ça, c'est la 3e phase avec un hôpital à Rabat au Maroc, un hôpital à Madrid qui est l'équivalent de Necker, c'est-à-dire pour nous la Mecque de la pédiatrie en France, c'est l'hôpital Necker. Donc on aura la 2e Mecque de la pédiatrie en Espagne et on est très très proche aussi d'avoir notre premier hôpital en Belgique. Voilà. Merci Monsieur Potin. Bonjour à tous, donc Monsieur Potin, donc moi je suis président de la structure Please International Network. C'est une conciergerie électronique qui met en contact, je dirais, des commerçants et ce qu'on appelle des habitants, des clients finaux, en leur proposant donc des offres des commerçants.
Please, principalement aujourd'hui, c'est de la livraison de repas à domicile, c'est à peu près 80% de l'activité. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, c'était un embryon de start-up sur le groupe Engie, que j'ai eu en fait l'occasion de reprendre il y a maintenant 18 mois. Donc à l'époque, ça faisait 150 000 € de chiffre d'affaires, donc c'était vraiment un tout petit embryon. Aujourd'hui, on fait 300 000 commandes à l'année, on fait plus de 10 millions d'euros qui passent sur notre plateforme, et on emploie 130 personnes. Dans ces 130 personnes, en fait, on a bien sûr des développeurs, du marketing, des gens de support, de service client. Mais le gros du bataillon, ce sont des livreurs. Et en fait, la grosse différence qu'on peut avoir avec nos confrères comme Uber Eats ou Deliveroo, c'est que nos livreurs sont salariés en CDI. Donc c'est la grosse différence. C'est pourquoi ? Parce que la mission que s'est donnée Please, on parlait tout à l'heure de RSE, on est vraiment là-dedans, dans le S du RSE, parce qu'on est vraiment créateur d'emplois. Et aussi dans l'environnement, puisqu'en fait les livreurs sont équipés de véhicules électriques. Là, on va investir encore sur une flotte pour 2022. Et notre expansion, donc bien sûr, on est à l'île de la Réunion. En fait, on est plutôt connu, mais on pense qu'on est une franchise de quelqu'un de quelque part dans l'international, mais non, en fait, Please, c'est 100% réunionnais. Donc c'est fait à La Réunion, la direction, les capitaux sont à La Réunion, les développeurs, le marketing, le service client, les têtes pensantes sont à La Réunion. Et aujourd'hui, on couvre la majeure partie de La Réunion, mais on est aussi dans les Antilles, sur la Guadeloupe, même si là c'est un peu à l'arrêt en ce moment, ça va redémarrer. Donc la Guadeloupe, la Martinique et l'Île-de-France. Et donc la phase 2002 va être vraiment sur le déploiement de plusieurs zones sur les Drom. Voilà. Merci, Monsieur Narayana. Oui, bonjour à tous. Donc Ludovic, je suis cofondateur de Datarox, qui, comme son nom l'indique, est une société spécialisée dans la data. On est éditeur de logiciels et on est plutôt orienté vers tout ce qui est plutôt grandes entreprises, ce qu'on appelle du B2B. La société a été créée en 2014 avec l'idée un peu de révolutionner le monde de ce qu'on appelle la business intelligence, simplifier un peu la visualisation de données. Nous, si on regarde un peu l'histoire de la société, on peut dire qu'on a deux vies. Donc de 2014 jusqu'à à peu près 2018, on était ce qu'on appelle une startup bootstrappée. On avait sorti un premier produit avec quelques beaux succès. C'est un peu ce qui nous avait fait connaître à l'époque, puisqu'on avait signé assez rapidement dans l'aventure Nokia pour parler justement du côté international. Et en 2018, on s'est posé, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire grandir la boîte parce qu'il y a des géants sur ce marché-là. Et là, on a fait ce qu'on appelle un pivot stratégique. On a réimaginé un peu comment on vendait notre proposition de valeur de business intelligence. Et à ce moment-là, on allait voir des capitaux risqueurs. On a fait une levée de fonds. Donc depuis 2019, on commercialise un nouveau produit. Et depuis 2021, on commence à vraiment exploser sur le marché international, puisqu'on commence à nouer des partenariats très, très intéressants. Et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés ? Vous avez aujourd'hui quelques années de recul. En vous remémorant, peut-être à partir des étapes de croissance que vous nous avez décrites, quels sont les premiers freins et principaux obstacles que vous avez surmontés ? Alors, les obstacles, ils ont été nombreux. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. Alors, ils ont été d'abord technologiques. Tout simplement parce qu'à La Réunion, en fait, déjà les nanotechnologies n'existaient pas. Lorsque j'en ai parlé la première fois en 2015, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Chimie verte, nanotech, c'est quoi exactement ?» Donc, technologique parce qu'en fait, quand on conçoit des petites particules qui font 1 milliardième de mètre, c'est compliqué de les observer avec des microscopes classiques. Donc il faut par exemple des microscopes électroniques en transmission qu'on n'a pas à La Réunion. Et pour autant, c'est indispensable
pour caractériser le produit que l'on conçoit, donc c'est la première étape. Mais après, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On établit des collaborations, des partenariats, donc on est allé très vite et grâce à la Technopole, à l'incubateur, on a été trouver les bons partenaires stratégiques en fait, dès le départ. Donc ça c'était technologique. Après humain, parce que on n'a pas forcément toutes les compétences sur le territoire, et tout à l'heure lors de la précédente table ronde on en parlait. Donc on est allé recruter aussi ailleurs. Du coup vous êtes allé recruter où? Ça a été au niveau international, c'est-à-dire France, mais donc France Réunion Métropole, mais aussi au niveau international. L'équipe est à la fois pluridisciplinaire et multiculturelle. Voilà. Donc après, ça a été obstacle financier, il faut aussi en parler. La levée de fonds, les recherches de financement, c'est aussi important que la recherche scientifique pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est. Mais on a innové aussi dans l'avancée, en fait, dans la recherche de financement, en même temps que les étapes scientifiques qui ont été franchies. Donc je pense qu'il faut à chaque fois aller chercher, dépasser en fait ces obstacles, aller trouver, aller discuter en fait, ne pas hésiter à discuter avec d'autres personnes, pas forcément à La Réunion, mais d'autres personnes qui sont passées par ces étapes, donc aller chercher dans son écosystème techno en l'occurrence, comment ils ont fait, regarder, s'inspirer de ce que font les autres à l'étranger pour pouvoir éventuellement appliquer ça ici en local. Donc on a fait ça. Merci Monsieur Potin. Alors nous, on a eu deux grandes familles de problématiques. La première, donc nous on est dans une société très technologique, du développement je dirais assez poussé sur les marketplaces et autres, mais aussi du côté humain, parce qu'il faut des livreurs, il faut pouvoir embaucher. Et en fait, pour la première catégorie de problème, c'est de trouver des compétences de développement, de chef de projet, qui soient disponibles. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, c'est une denrée qui est très très rare, en fait, les développeurs. Donc on a eu beaucoup de difficultés à trouver des développeurs. Alors, moi, j'avais la chance d'avoir déjà un groupe, en fait, où on était dans le développement. Donc on avait un point de départ qui était quand même là, mais il fallait faire grossir, doubler, tripler l'équipe, et c'était très 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 compliqué, et ça allait toujours. Et d'ailleurs là, on est en train d'essayer de trouver des doctorants pour passer à la vitesse supérieure sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc je dirais à La Réunion c'est très difficile, même si c'est très difficile, je dirais dans le monde, mais à La Réunion encore plus, et c'est pas évident. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la réglementation, je dirais, donc on est société de transport, enfin il y a plusieurs sociétés, donc, dont une société de transport qui embauche les livreurs. Et là on s'est trouvé sur des problématiques à La Réunion qui se retrouvent souvent sur les conventions collectives qui ne sont pas appliquées à La Réunion, dont celle du transport. Et donc, c'était très difficile de pouvoir faire de la planification comme on peut le faire sur la métropole en tant que société de transport. Donc, on est, je dirais, sur le droit commun. Et donc, c'est vraiment une problématique à La Réunion d'avoir en fait ce réglementaire qui ne puisse pas s'appliquer sur le territoire. Et ensuite, d'avoir les compétences là aussi. Alors, c'est des antipodes entre, je dirais, les ingénieurs et docteurs d'un côté, et les personnes qui sont, je dirais, pas diplômées, mais qu'il faut former pour le savoir-être, pour la bonne conduite, pour faire tout un tas de choses comme ça. Et là, on a dû, en fait, mettre en place une filière de formation avec l'Astral, d'alternants, pour faire un sas d'entrée chez nous, pour pouvoir, je dirais, embaucher et professionnaliser les livres. Donc voilà, principalement, les deux problématiques. Ensuite, le financement, oui, classiquement, mais je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas eu plus de soucis de ça. On n'a pas eu le souci du capital lover ou du bootstrap, parce qu'on était déjà fourni là-dessus, mais c'est vrai que quand on passe en série A, il y a quand même du monde à La Réunion, quoi. Merci, Monsieur Narayana. Nous, on va dire que s'il faut parler de difficultés, c'est aussi dans le titre de
la conférence, hein, c'est l'insularité. En tout cas, je parle vraiment pour notre domaine à nous, qui est le logiciel d'entreprise, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. À La Réunion, on n'a pas forcément la maturité qu'il faut pour déployer ces logiciels-là. Les gens ont plutôt tendance à aller faire confiance aux grosses entreprises. Hein, parce que j'expliquais qu'on a fait un pivot, c'était essentiellement aussi là-dessus. Hein. En face de nous, on a des géants, on a du Microsoft, on a du SAP, enfin, on a des logiciels qui sont présents sur le marché depuis de nombreuses années. Lorsqu'on lance une start-up et lorsqu'on fait du logiciel, on va plutôt dans un premier temps aller vers ce qu'on appelle des early adopters, et c'est très compliqué de les trouver à La Réunion. Donc nous, on a eu la chance, on a démarré avec un groupe à La Réunion qui s'appelle Brasserie de Boisbon, mais on va dire qu'à la tête de Brasserie, c'est des Néerlandais, donc il y a une mentalité un peu différente que la mentalité française, où on aime, nous Français, on aime bien être rassurés, etc. Donc ça, c'était la principale difficulté au moment de lancer l'entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'on est allé très rapidement en dehors de La Réunion. J'expliquais, on est allé toucher Nokia, etc. Parce que il y a vraiment une mentalité qui est en train de changer, et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a vu avec le Covid, etc., les visios se démocratisent, les gens travaillent, ont de plus en plus tendance à faire confiance aux startups. Mais ça reste quand même une difficulté. Donc, lorsqu'on est dans le logiciel d'entreprise, l'insularité, ça reste quand même un frein. Mais c'est aussi, on peut comprendre, hein, les entreprises ont besoin de se rassurer, etc. Mais j'espère que c'est quelque chose qui sera en train de changer. Et surtout, les premiers succès des startups vont montrer aussi que une startup, c'est fiable, on peut faire confiance, et surtout l'innovation qu'elle apporte, c'est une valeur ajoutée aussi aux clients. Donc voilà. Pour nous, c'est la principale difficulté. Et je rejoins aussi, effectivement, il y a le financement à La Réunion qui n'est pas aussi mature que dans d'autres écosystèmes, que ce soit à Paris ou même aux États-Unis, mais ça se démocratise. Nous, on va dire qu'on n'a pas forcément eu de problème, parce qu'à chaque étape de l'aventure, on a su aller solliciter, on va dire, les financements qui correspondaient à notre étape de développement. Bon, ça peut être une problématique, mais il y a aussi des solutions, mais il faut qu'on continue à travailler dessus. Et surtout, il faut les premiers succès des startups et je rejoins un peu l'intervention de Manu tout à l'heure, c'est créer ce réseau de business angels qui fait que lorsqu'on aura besoin d'un financement intermédiaire, donc quand la Technopole, quand BPI ne pourront pas suivre, ça va être les privés qui auront réussi, qui vont injecter du capital pour ensuite aller vers le capital risque. Mais voilà. Merci Madame Gouillon. Oui, alors je pense que je ne vais pas dire exactement la même chose, parce que je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance, visiblement. J'ai pas eu tant de difficultés que ça. Alors j'étais en train de réfléchir, peut-être que c'est parce que depuis le début, on a toujours considéré, vu l'outil qu'on développait, que notre marché n'était pas réunionnais. Bien sûr, le prototype a été testé, enfin utilisé pour la première fois en vie réelle, c'était pas vraiment des tests, dans les services de réanimation du CHU Sud et Nord à La Réunion. Mais on a installé le premier hôpital, donc le CHU Sud, en mars 2014. Et en juillet, on a installé le CHU de Caen. Et après, tout est parti. Donc on était d'emblée sur... Alors c'est pas vraiment de l'export, mais c'est pas La Réunion. Notre marché n'est pas La Réunion. Il n'y a que 2 hôpitaux qui peuvent utiliser Logipren. En termes de réglementation, peut-être ? Non, la réglementation, c'est la même chose en France et dans le reste de l'Europe. On est un dispositif médical, donc on a fait le marquage CE, on doit être audité bientôt. Voilà, alors après, par rapport à ce que vous racontez, c'est des petits soucis. Et effectivement, je gère une équipe à La Réunion et une équipe à Paris, donc je passe, on va dire, presque la moitié du temps en métropole, donc c'est des allers-retours sans arrêt, etc. Il y a comment arriver à gérer justement 2 équipes et garder une bonne cohésion d'équipe, etc. Bon, la levée de fonds, on l'a faite depuis la métropole, c'est sûr qu'on n'a pas regardé ici. Et si on parle de l'export, donc autre que métropole, mais l'export à l'international en revanche, là, je dirais 2 choses. On a pris un certain temps pour arriver à identifier quels étaient les bons pays qu'il fallait adresser en premier. Et on s'est fait beaucoup aider par Business France, qui nous a permis d'aller explorer d'abord l'océan Indien, c'était pas bon, ensuite l'Asie, c'était pas non plus le bon créneau, c'était trop tôt.
Et puis ensuite, l'Europe, et finalement on s'est focalisé sur l'Europe et sur certains pays de l'Europe en fait. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faciliter aujourd'hui votre expansion? Est-ce que c'est un objectif déjà de votre côté? Oui, c'est un objectif. Alors maintenant qu'on a identifié les pays, en fait on va se focaliser sur 1 ou 2 pays, mais pas plus. Parce qu'en fait, si on veut donner de la valeur à la société, ce qu'on sait bien, c'est qu'il faut qu'on montre que ce qu'on a réussi, très bien réussi en France, on est incontournable en France maintenant, il faut qu'on arrive à prouver qu'on est capable de le reproduire dans au moins un autre pays. Et à partir du moment où on le reproduit dans un autre pays, ça voudra dire que dans n'importe quel autre pays, ça sera scalable, quoi. Il ne faut surtout pas aller essayer de faire un hôpital par-ci, un hôpital par-là. Voilà, donc on va se focaliser sur l'Espagne. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? En fait, on va assez vite. Il faudrait qu'on arrive à recruter encore plus rapidement, mais en même temps, je fais hyper attention à ne pas déstabiliser les équipes, à arriver à intégrer les personnes au bon moment. On n'a quasiment que des cadres chez nous, donc à part maintenant, là, cette année où on a un petit peu de difficulté à recruter des développeurs, jusqu'à présent, on n'a pas trop eu de difficultés non plus. Je crois que c'est une société qui plaît bien. Voilà. Merci. Vous abordez la question des compétences et des ressources, en tout cas, dont chacun d'entre vous a besoin. La place de la Réunion aujourd'hui dans votre start-up, quels sont les métiers que vous avez maintenus à La Réunion et quels sont ceux que vous avez exportés et pourquoi? Madame Morel. Alors, je voudrais bien juste revenir sur la question précédente, Allez-y. si vous voulez bien. Donc tu disais que tu n'avais pas rencontré de difficultés. Donc nous aussi on développe un dispositif médical, mais peut-être à la différence, on est dans la chimie en fait. La chimie, et c'est pas la même chose dans le digital health. C'est pour ça que je dis C'est simplifié. de la chance, je pense. Voilà. Il y a ça, et on a démarré aussi from scratch, de zéro. Et notre technologie, c'est pas une émanation en fait d'une structure publique. C'est pas, on n'a pas eu, en fait, on est propriétaire à 100% de cette propriété intellectuelle et ça fait toute la valeur aussi de la société. Les développements vont être différents selon les technologies, donc voilà. Après, chaque expérience est unique, quoi. Alors, par rapport à... C'était quoi la question? C'était les compétences métiers. à La Réunion. Exactement. Alors, la place de La Réunion, ouais. en tout cas, dans votre start-up, quels sont les métiers que vous avez gardés à La Réunion et quels sont ceux que vous avez exportés? Alors nous, on voulait que ce soit cohérent, bien entendu, avec le territoire. Donc on parlait tout à l'heure de biodiversité végétale, notamment. On utilise des plantes médicinales de La Réunion qui sont inscrites à la pharmacopée française. Donc on a la chance d'avoir des laboratoires ici à l'Université de La Réunion, pour les citer, le LCS-NSA par exemple, des structures publiques aussi comme le GIP Sirois, où on dispose en fait des équipements requis pour l'éco-extraction, la caractérisation physico-chimique des molécules, etc. Donc, bien entendu, la valeur forte se trouve là, en fait, pour La Réunion. Donc, on a conservé la phytochimie ici, et on souhaite la développer davantage. Pour tout ce qui concerne, en fait, la chimie des matériaux, pour les raisons évoquées précédemment, on n'a pas tous les équipements ici. On produit un peu de nanoparticules, mais on a eu le souhait très rapidement d'ouvrir en fait un laboratoire, enfin d'abord de développer des partenariats stratégiques avec des universités telles que Sorbonne Université, Sorbonne Nord aussi pour Aix-Paris 13, où on dispose là-bas en fait d'un plateau technique complet, hein, Raman, infrarouge, XPS, microscopie électronique en transmission, balayage, enfin bref. C'est là-bas. Donc tout ça, c'est des équipements qui valent à peu près, il faut compter à peu près 3 millions d'euros en fait, d'investissement pour ces équipements. Donc on a, plutôt que d'investir ici, et où on serait peut-être les seuls à utiliser ce matériel, on a fait le choix de louer en fait un laboratoire, enfin un local en fait qui nous sert de labo à Paris. Donc on a juste lieu depuis peu, où une partie de l'équipe se trouve à Paris pour réaliser en fait ces étapes-là. Donc c'est vraiment, ça fonctionne en fait par quelque part business unit quoi en fait, hein, voilà. Et on a depuis peu aussi intégré dans la direction d'entreprise donc Virginie qui se trouve en Floride avec pour vocation en fait de développer le business aux États-Unis. Ce sera facilité. Voilà.
Si je peux préciser, je crois que vous allez pouvoir entamer des essais cliniques. Est-ce que ce sont des tests que vous pourrez faire ici, à La Réunion? Oui, les tests cliniques vont être effectués en France. Dans des cohortes d'expansion également, on souhaite ouvrir en fait ces essais en Afrique du Sud, en Australie et à Maurice. Parce que ça concerne en fait les cancers de la peau, où les incidences sont élevées en fait dans ces territoires. Après, pour les cancers profonds, c'est autre chose. Ouais. Monsieur Narayana, quels sont les métiers que vous avez gardés à La Réunion, ceux que vous avez exportés? Nous, finalement, on a gardé toute la R&D et l'équipe marketing à La Réunion, parce que finalement, ça va être de la prestation intellectuelle, c'est de la matière grise, et on a les talents sur le territoire pour pouvoir le faire ici. Après, effectivement, ça rejoint ce que je disais précédemment, nous, notre marché n'est pas forcément réunionnais, donc on a dû aller, il faut aller à la rencontre des clients, donc tout ce qui est commercial, aujourd'hui, on le développe sur Paris. Donc, c'est une première étape. Après, on a plein de partenariats aussi qu'on est en train de faire naître, mais je pense que dans le futur de la société, c'est quelque chose qu'on va garder. R&D, marketing à La Réunion, en gros, tout ce qui est prestations intellectuelles et qu'on peut développer depuis La Réunion, on va le faire. Tout ce qu'il faut délocaliser pour des raisons pratiques, pour des raisons économiques, on va le faire aussi. On n'est pas voilà. On reste très pragmatique là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, il y a une tension sur le marché, sur les développeurs. On est tous les quatre en train de recruter des développeurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la formation aussi qui se met en place, il y a de la diaspora réunionnaise formée qui rentre, et donc plus il y aura de succès ici, plus il y aura de gens qui auront envie de travailler ici, donc plus on pourra structurer ces pôles-là à La Réunion. Mais voilà, ce qu'on garde ici, pour des raisons pratiques et des raisons de talent qu'on a sur le territoire, ce qu'on exporte, c'est parce qu'on doit l'exporter. Juste pour préciser, la dimension internationale, c'est quelque chose que vous avez eu tout de suite, l'ambition? Oui, c'est même indispensable, on va dire. Nous, quand on a lancé le logiciel, on est allé sur un marché existant, on n'est pas sur l'innovation de rupture, on n'arrive pas sur un marché qui n'existe pas. On arrive sur un marché où il y a des géants, le marché est énorme, le marché de la data, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros au niveau international. Donc nous, tout de suite, c'était une ambition. Tous nos développements sont toujours bilingues, nos logiciels sont traduits, nos pages web sont traduites. Nos équipes, on essaie de faire en sorte aussi au maximum qu'elles soient bilingues, parce que très tôt, on a dû avoir des discussions avec des équipes un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'était même pas une réflexion dans l'aventure, on fait du logiciel grand compte, on est sur un marché mondial, donc on pense tout de suite international. Merci Monsieur Potin, vous l'avez dit tout à l'heure, une grande partie en tout cas des métiers sont concentrés à La Réunion, une grande partie ou tous? Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu des défauts de La Réunion, des manquements de La Réunion. Moi, j'aurais aimé quand même parler des qualités de La Réunion. Et pourquoi on va garder énormément de postes à La Réunion. Déjà, probablement, je suis réunionnais, donc c'est déjà une raison de cœur. Mais pas seulement, je suis entrepreneur. Et en fait, ce qui est formidable à La Réunion, c'est que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où, en fait, sur une île, on a à peu près tout. Et d'autant plus qu'on ne va pas trop tarder à arriver aux millions d'habitants dans quelques années. Donc on sera vraiment sur, je dirais, des unités mondiales qui seront très intéressantes pour valider des concepts. Et en fait, nous, aussi dès le départ, je dirais, Please, ça s'appelle Please International Network. Donc on a appelé la société dès le départ comme ça, donc on annonce déjà les velléités d'aller un peu partout. Mais l'idée, c'est de développer les concepts, les innovations, pas forcément technologiques ou autres, même s'il y en aura, mais aussi les innovations sociales, la façon d'embaucher, de pouvoir, je dirais, prendre un petit peu de manière différente ce métier-là qui est très décrié aujourd'hui. Je ne suis pas un Uberis ou un Deliveroo ou autre.
Donc on a souvent des auto-entrepreneurs et donc c'est assez souvent décrié d'un point de vue social, même si je dirais c'est pas une plaie d'être auto-entrepreneur. Il y a des gens qui sont très bien entrepreneurs et qui gagnent bien leur vie. Mais c'est un métier qui va évoluer et donc nous on a vraiment pris ce parti d'aller vers la réglementation, je dirais, des ressources humaines et de rentrer vraiment à l'inverse de la chose. Et pour ça, je dirais, La Réunion, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides, je dirais, au niveau de l'emploi. Il y a, je dirais, une grosse demande, je dirais, de demandeurs d'emploi, peu qualifiés. Et donc, c'est tout à fait le terreau sur lequel on veut cultiver et venir amener, je dirais, des avancées sociales parce qu'on est une structure qui a besoin énormément de ressources humaines. Donc La Réunion, c'est une force pour nous. Donc oui, aujourd'hui, on est 130. À La Réunion, il y a 110 personnes, aujourd'hui. Et ça va le rester, parce que on ne va pas exporter les livreurs. Hein. Les gens, ils vont venir les livreurs vont aller continuer à livrer chez nos clients. Et tout ce qui est R&D va aussi rester ici, tout ce qui est matière grise va aussi rester ici. Pourquoi? Pas seulement parce que je suis réunionnais, que j'aime bien La Réunion, c'est aussi un vase clos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, La Réunion est très attractif, je dirais, pour des développeurs, parce qu'une fois qu'on s'installe à La Réunion, on y est bien quand même. Donc ce qui peut éviter un peu plus de turnover que ce qu'on pourrait avoir. Moi j'ai fait un peu Paris, hein. Je dirais à Paris un développeur il reste 15 jours, 2 mois, 4 mois et puis on ne peut pas investir dessus. Ici on investit aussi sur les développeurs et sur l'accompagnement social de ces forces vives, la R&D. Donc oui, on va garder énormément de choses sur La Réunion. Par contre, ce qui va s'exporter, eh ben, c'est les sociétés de transport, donc c'est-à-dire l'emploi au niveau livreur et tout ce qui est responsable de transport et encadrement des transports et la partie chargée d'affaires pour la prospection des commerçants. Merci pour ces précisions. Alors je sais que vous avez déjà innové, mais je voudrais quand même vous poser la question. La Réunion innovante, dans 20 ans, vous la voyez comment, en 3 mots ou une image? Monsieur Nariel. Bon, on nous a dit de respecter vraiment 3 mots. J'essaie de le faire. Donc, là, je pense que c'est dans 20 ans, mais c'est aussi maintenant, c'est l'ambition. Je pense que l'écologie, ça devient même indispensable. Et avec l'écologie, l'autonomie, puisque voilà, 3 mots, c'est bon. C'est parfait. Madame Mouillot. Moi, je la vois très digitale, hein, informatique, parce que en fait, on peut travailler très facilement depuis La Réunion et travailler partout dans le monde à partir du moment où on fait du logiciel, de l'informatique. Parfait, merci. Madame Morel. Laboratoire, modèle et mondialisation. C'est parfait, Monsieur Potin. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc 1 million d'habitants bientôt, dans 20-30 ans, donc peut-être 30 ans, mais on y sera, et quand on sera 1 million d'habitants, tout va changer, on va apparaître, il y a un petit point qui va apparaître sur les maps mondes des grands investisseurs, et donc la physionomie de La Réunion va vraiment changer par rapport à ça, et tout en gardant en fait je dirais cette insularité très stratégique au niveau de ce positionnement de l'océan Indien. Donc moi, je ne vois que du bonheur pour La Réunion. Merci en tout cas pour ces jolis mots et cette belle projection de La Réunion dans 20 ans. On va ouvrir encore une fois un temps d'échange avec ceux qui souhaitent intervenir, alors témoigner ou poser des questions à ceux qui le souhaitent. On a 2 micros qui circulent et je rebondirai en tout cas sur ce que Madame Morel a dit tout à l'heure, c'est qu'elle a beaucoup appris en posant des questions également et en rencontrant et en échangeant aussi avec ceux qu'elle a pu croiser, des partenaires, acteurs ou chefs d'entreprise. Donc voilà, vous avez en tout cas la possibilité d'intervenir, peut-être le temps pour vous de mûrir un témoignage ou une question. Nous avons une question. Le mot a déjà été passé, excusez-moi. François Mallet, Technopole.
Ma question est un peu dirigée, mais finalement, on répond tous souvent dans l'innovation à des problématiques de territoire. Est-ce que ça ne serait pas plus logique pour sortir de l'insularité et pour plein de raisons écologiques, pour la résilience de la zone, qu'on travaille plus souvent avec nos petits copains, nos voisins, l'Afrique du Sud, les Seychelles ou Maurice, qu'avec l'Europe, l'Allemagne et l'Italie? Je peux répondre? Allez-y. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Nous, c'était ce qu'on s'était dit au départ, le logiciel qu'on a développé, évidemment qu'il servirait. Et c'est les pays qu'on est allé voir en premier, l'île Maurice, puis l'Afrique du Sud. Ça a été impossible. Et Madagascar, on n'a même pas essayé, parce que en fait, le niveau socio-économique n'est pas suffisant. Donc, pour notre cas particulier, c'est impossible. Après, il y a sûrement d'autres cas où on peut le faire. Alors pour notre cas, c'est tout à fait envisagé, hein, que ce soit les Seychelles, Maurice, l'Afrique du Sud. Nous, ce qu'on recherche, c'est de la densité de population, parce que je dirais, pour avoir une rentabilité sur des livraisons de services ou de biens, il faut qu'il y ait une certaine densité au niveau des villes, mais en même temps, pas trop, parce que sinon, on va se retrouver dans un océan rouge et en face de très gros Américains ou très gros Britanniques. Donc nous, effectivement, notre zone de prédilection, c'est plutôt effectivement tout l'Équateur, l'Afrique francophone et des endroits où il y a une densité, mais pas trop. Donc oui, c'est tout à fait envisageable chez nous. Oui, c'est une question de marché avant tout en fait. Donc l'innovation, elle est partie des forces du territoire. Et après, en effet, on peut s'adresser à la zone océan Indien, même si j'aime pas ce terme. Mais oui, l'Afrique du Sud, on peut s'adresser à Maurice, à l'Australie, en fait. Mais ça dépendra en fait du produit que l'on aura développé. Bon, voilà, ça peut. Mais j'ai rien à rajouter, je pense que tout a été dit. C'est une question de maturité de marché, d'entreprise. Donc c'est adapté à certaines entreprises et pas à tous. Merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Bonjour, c'est la question d'Anne-Laure. Pour ceux qui m'ont pas vu tout à l'heure, Anne-Laure Payette, consultante en transformation digitale et présidente de la Jeune Chambre économique. D'abord, je voulais vous dire bravo pour vos réussites respectives et vos développements. Ça fait pour certains d'entre vous pas mal d'années que vous développez vos projets, 6-7 ans, si j'ai bien calculé. Comme vous avez vu pas mal de choses évoluer dans l'écosystème à La Réunion, je voudrais savoir quel serait le plus beau conseil que vous pourriez donner à ceux qui démarrent, les débutants, ceux qui démarrent leur projet innovant cette année, en 2021. C'est une excellente question. Monsieur Potin? Il faut démarrer un business qui est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, les idées, pour en avoir foison. Il y a énormément de gens qui ont des idées. D'ailleurs, on peut partager des idées. Moi, j'aurais 50 000 des idées à la minute. Le plus dur, c'est de les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre et d'avoir en fait quand même la capacité de mettre ça sur papier, au niveau financier. Je casse un peu le rêve là, hein, mais je dirais clairement, si vous n'avez pas fait vos business plans et que vos business plans ne sont pas concrets, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc la première des choses, c'est penser à un business où vous avez une rentabilité. Le reste arrive tout seul. Les financements, les gens intéressés, les trucs, ça arrive tout seul. Donc le plus dur, c'est ça. Après, je suis un peu terre à terre, désolé, moi je suis plutôt financier, gestionnaire, hein, même si je suis ingénieur informatique, mais je dirais, dans mon expérience d'entrepreneuriat, là, ça fait plusieurs années hein, que ma première entreprise, je l'ai eue à 24 ans. Si vous n'avez pas quelque chose qui est rentable, ça ne sert à rien. Sinon, on va râler sur les impôts, sur
les affaires est trop cher, les taux d'intérêt sont trop chers, les machins, les bidules. Non, je dirais les écosystèmes sont là, les finances sont là, je dirais les gens pour aider sont là, si votre business plan il tient la route. Je veux bien répondre. Je ne suis pas du tout d'accord, je suis désolée. Oui, mais du coup c'est ça qui est intéressant, je pense, pour les jeunes qui démarrent. Alors moi, c'est pas du tout mon expérience. Je pense que vous pouvez monter une entreprise si vous répondez à quelque chose, si vous répondez à un besoin et si vous développez quelque chose qui est utile. Je pense que j'en suis la preuve vivante. Moi, je suis médecin hospitalier. J'ai jamais pensé à faire une start-up. C'était pas du tout dans ma vocation. J'étais médecin de réanimation néonatale, c'est-à-dire je soignais des bébés, je sauvais des vies tous les jours. On a développé le logiciel parce qu'il manquait, on en avait besoin. J'avais besoin de cet outil pour travailler tous les jours, en fait. Et c'est utile en santé publique, ça sauve des vies tous les jours. Alors, ça sauve des vies parce que je suis médecin, mais ça peut être autre chose qui soit utile. Le trombone est utile aussi. Si vous trouvez quelque chose qui est utile, que vous y croyez, bah vous y arriverez, c'est tout. Alors, vous aurez des tas de difficultés, qu'elles soient financières ou qu'elles soient. Il y aura des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, il y a des gens qui vont vous dire « mais non, ça ne va pas marcher, va travailler à tel ou tel endroit, sois salarié, la vie est beaucoup plus simple. » C'est sûr qu'elle est beaucoup plus simple. La vie d'entrepreneur, elle n'est pas facile. Il faut de la résilience, il faut une énergie du tonnerre, il faut avoir envie de déplacer des montagnes. Quand vous quittez l'hôpital public pour monter une société et pour aller imposer un logiciel développé par des médecins dans des services informatiques du service public qui ont comme consigne on prend un seul éditeur qui fait tous les logiciels de tout l'hôpital, bah, il faut déplacer des montagnes. Mais moi j'ai déplacé les montagnes parce que j'y crois et que mon logiciel, notre logiciel, puisqu'on est 40 dans la société, il sert à quelque chose. Et au bout du compte, on y est arrivé. Donc c'est pas... Bien sûr, il faudra trouver le marché, mais si votre création est utile, elle aura son marché. Et à ce moment-là, vous ferez votre business plan, vous allez faire tout ce qu'il faut, vous aurez des gens comme à la Technopole qui vont vous apprendre le juridique, l'administratif, la comptabilité, tous ces trucs que j'ai découverts quand j'ai quitté l'hôpital, que je ne savais même pas que ça existait. Mais ça, c'est le boulot d'entrepreneur. Mais ne montez pas une société si vous n'avez pas quelque chose à créer qui apporte de la valeur et qui est utile pour les personnes autour de vous. Merci pour ce partage d'expérience. Le meilleur conseil à donner? Je me situe entre les deux. Stay hungry, stay foolish. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas motivé, si ça vous nourrit pas, c'est même pas la peine d'essayer. Parce qu'en fait, en effet, c'est une accumulation quand même d'obstacles. Il faut déplacer les montagnes. Après, ça dépend des projets, bien entendu. Mais après, je te rejoins. C'est vrai qu'il faut quand même penser à la rentabilité. Mais après, selon les business, enfin, nous, on est dans les biotech, le ROI, il se voit au bout de 15 ans. Voilà, 10 ans, 7-10 ans. Mais il faut songer à ce business plan dès le départ. Je disais que la recherche scientifique, elle est aussi importante que la recherche de financement. Donc, on n'a pas généré du cash tout de suite, mais très rapidement, en fait, et M. Tekaya l'a dit tout à l'heure, je suis contente d'avoir entendu ça de la part de M. Tekaya, on a tout de suite pensé à un DAS commercial, en fait, pour générer du chiffre d'affaires. Certes, pas très élevé, mais au moins, ça a démontré notre capacité à aller au-delà, en fait, de la recherche scientifique. On nous voyait comme des rats de labo, là, qui savaient que faire ça. Mais non, en fait, on peut s'adapter. Et donc, il y a ça, stay hungry, stay foolish, et il y a aussi, est-ce que je suis capable de relever ce défi? Et là, soyez authentique. Répondez vraiment à la question. Voilà. Merci, Monsieur Nariana. Le conseil? C'est bien, parce que je vais juste faire la synthèse de ce qui a été dit. Mais je pense qu'on a tous dit à peu près la même chose, et je vais continuer à dire la même chose. Il faut faire un produit où il y a des clients en face. Parce que si c'est pas ça, même on peut être motivé, le plus motivé possible, si on développe un truc qu'on est le seul à acheter parce qu'on aime ce qu'on fait, ça servira à rien. Donc on rejoint la rentabilité, pas forcément le premier choix. Il y a des gens qui financent justement cette phase de R&D, capital risque, la part de risque, ils la prennent aussi.
mais il faut qu'il y ait des clients en face. Donc soit c'est un marché qui existe, vous êtes dans ce qu'on appelle un océan rouge, vous voulez faire mieux que vos concurrents, soit voilà, vous connaissez le domaine, vous y allez, mais dans tous les cas, le meilleur conseil, c'est faites un produit pour des clients. Donc dès le premier jour, même sans produit, juste avec des maquettes, avec des idées, allez parler à ce que vous imaginez être des clients, parce que les gens sont prêts à acheter ce que vous faites. Parce que bosser pendant 7 ans sur un produit, et au bout de 7 ans, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de clients, bah, ce sera 7 ans que vous avez perdu. Bah, ça va être de l'autosatisfaction, mais c'est finalement, avec le recul, ce sera du temps perdu. Donc allez voir, dès le premier jour, même avant de lancer votre boîte, allez voir des clients. Merci. Alors je vois d'autres questions. Alors, bonjour, Jean-Didier Elisabeth, je suis directeur du business développement chez la BNB. Et déjà, je tenais à vous féliciter pour cette innovation, hein. Chacun d'entre vous avait innové. Et tout à l'heure, on parlait du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Et je me posais la question si des sociétés telles que la vôtre, qui avaient réellement innové, est-ce que vous avez fait cette démarche de crédit d'impôt innovation, la démarche crédit impôt recherche? Bien sûr. C'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir ça en France. Il faut l'utiliser. Bien sûr que oui. Et alors là, il y a une erreur que nous, on a faite, et qui effectivement, vous pourriez éviter. Nous, on a créé la société en 2011, bien avant en fait de faire une activation, on va dire, commerciale de la société, puisqu'on a commencé en 2016 à vendre. Et du coup, c'était trop tard, quasiment trop tard pour être une jeune entreprise innovante. Donc on aurait dû en fait créer la société, déposer les statuts qu'en 2016 quand on a démarré. Et parce que le fait de faire un dossier de jeune entreprise innovante vous sécurise le crédit d'impôt recherche. Donc nous, on ne l'était pas, on a demandé du crédit d'impôt recherche, on a été contrôlé bien sûr, enfin, c'est remonté au ministère, mais bien sûr, il faut l'utiliser. Alors ça... C'est indispensable. Si on fait de la recherche, c'est juste indispensable. De toute façon, il y a différentes étapes dans les financements des biotech, des sociétés innovantes, et notamment toute la recherche en fait de fonds non dilutifs, elle est indispensable en fait, parce qu'il y a beaucoup de risques. Donc il faut passer par là. Ouais. Oui, clairement, dès qu'on parle de R&D, on parle de CIR. Hein, donc on a aussi fait des utilisations du CR là-dessus. Et je dirais, on va encore en faire bien plus, je dirais, en 2022. Et donc on s'arme justement là, pour être bien éligible sur les différents projets. Là, on va rentrer un ou deux docteurs pour vraiment bien étayer notre R&D et l'éligibilité donc de nos dossiers et des financements qui vont suivre derrière. C'est à mon sens, je dirais, indispensable de bien, quand vous créez votre structure, quand vous créez vos business plans, de bien orienter votre R&D par rapport à ça aussi. Alors, après je mesure. Si vous avez besoin de subventions pour que votre société fonctionne, je dirais, normalement, il y a un problème. Mais comme toujours, il y a le démarrage, il y a l'amorçage, il y a l'investissement de R&D, et donc là, effectivement, il faut aller le chercher. Maintenant, si, donc au-delà de la R&D, si vous cherchez des subventions pour pouvoir payer des trucs, il y a quelque chose qui est bancal, parce qu'à passer un œil, il n'y a plus de subvention. Il faut que ça tourne avec l'argent qui rentre. Donc attention à ne pas trop rêver votre business plan avec des subventions. Mais oui, le CIR, go. Souvent dans des débats, il faut des contradicteurs, et ce ne sera pas moi. Non, effectivement, le CIA, le CI, c'est des dispositifs qu'il faut activer si vous faites de la R&D, effectivement. C'est des dossiers, les premières fois c'est un peu pénible, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, que vous structurez votre boîte pour pouvoir chaque année devenir de plus en plus efficace dans la remise des dossiers, c'est indispensable, effectivement. Merci. D'autres interventions, effectivement? On vous écoute. Alors, Guy Pignolet, donc du projet Objectif Lune, qui a d'ailleurs reçu le prix coup de cœur de la Technopole, et j'ai le plaisir de vous dire qu'il est entré concrètement en
en activité opérationnelle depuis 2 mois maintenant, pour environ 4 années. J'étais très heureux d'entendre tous les intervenants parler non seulement de leur volonté, mais de leur réalisation mondiale pour des entreprises réunionnaises. Et ça me réchauffe le cœur à un point que vous pouvez comprendre. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce voilier réunionnais qui va naviguer dans l'espace entre la Terre et la Lune pendant 1 an et demi est un formidable porte-drapeau pour toutes les entreprises réunionnaises, quelles qu'elles soient, qui ont des ambitions mondiales. Merci pour cette intervention. Je pense qu'on peut vous applaudir. On va arriver en tout cas au terme de ces échanges. Merci. On a encore une intervention. Une dernière question ? Oui, une dernière question si je peux. Allez-y, on vous écoute. Merci. Jean-Christophe Abot, président de la société Filbat. Je suis en train de passer par là où vous passez, ça fait 2 ans que je me lance, et on parlait de financement, bon, il y a tout à dire dessus, c'est facile au début, ça devient très compliqué ensuite, comme on évoquait il y a un mois, et on passe par plein d'étapes. C'est un yo-yo continuel, c'est les montagnes russes. J'étais directeur avant, et la stabilité dans une entreprise est quand même plus confortable dès qu'on a une start-up. C'est quand même un sacré sport, et ce que disait Mme Gouillon tout à l'heure, moi non plus, j'avais pas fait ce choix-là de créer une start-up, clairement. Bon, j'y suis, j'ai un projet auquel je crois, et je voulais avoir d'un d'entre vous une anecdote où à un moment vous avez failli lâcher. Vous vous êtes dit, voilà, c'est bon, on est technicien, on est technicien, on doit être financier, et à la fin, il y en a marre, je lâche tout et je reviens, je vais travailler comme... Voilà, je travaille dans une boîte et basta. Alors la question c'est est-ce qu'on a eu un coup de mou et est-ce qu'on a voulu arrêter un grand moment de découragement. C'est ça. Moi je dirais là, que ce soit un start-upper ou un entrepreneur, on vit ça tous les jours. Hein. Je dirais c'est toute la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est pas facile, mais en même temps c'est un choix de vie. Quand on a pris le pli d'être entrepreneur, on sait que rien n'est gagné à vitam aeternam. Du jour au lendemain, ça peut planter, parce qu'on s'est planté ou parce que l'environnement nous plante. Et donc toute la beauté d'un entrepreneur, c'est justement de pouvoir naviguer dans les océans et rester à flot. Et si on arrive à faire ça et même à faire grossir le bateau, c'est super. Mais déjà que le bateau, s'il navigue, qu'il ne coule pas et que ça fait un petit moment que ça dure, c'est déjà une belle réussite. Donc faut pas lâcher et s'accrocher. Maintenant, quand ça va pas, il faut arrêter et rebondir sur autre chose. L'échec n'est pas la fin. L'échec, c'est on apprend et on rebondit. Là, je suis très d'accord. Parce qu'en France, on est toujours en train de dévaloriser les échecs. Et pour moi, l'échec, c'est de l'apprentissage. C'est juste ça. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe 10 millions de fois, 10 000 fois avant d'arriver à marcher. Enfin, c'est juste normal d'avoir des échecs. Et je pense que pour répondre à votre question, en fait, il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un cas ou une anecdote. En fait, le découragement qui vient surtout quand on est très fatigué, il est vraiment très régulier. C'est pas tous les jours, mais vraiment c'est tac tac. C'est pas les petites vagues comme ça. L'entrepreneur, c'est des pics et des creux. C'est non-stop quoi. C'est sur des périodes de 3-4 jours en général. Donc il y a une très grande bonne nouvelle et ça va très très bien. Et puis le lendemain, un truc qui foire et c'est la cata. Et si on n'est pas capable, si on n'est pas assez résilient pour supporter ça, je pense qu'il ne faut pas être entrepreneur, parce que c'est quand même psychologiquement, il faut être assez fort, quoi. Assez solide, pas fort, solide. Et entouré. Tout à fait. Alors là, le choix des associés, notamment, ou des premières personnes, c'est hyper important.
Là aussi, je me suis trompée sur la. J'avais pris 2, j'avais gardé 1. Les supporters, le choix des supporters dans tous les sens du terme. Ouais, c'est important. Les associés, c'est hyper important. On n'est pas seul dans l'aventure et il faut bien les choisir. Et je vous rejoins. Il faut rebondir systématiquement, quoi. Mais de toute façon, après, avec le temps, on apprend aussi. On rebondit très rapidement. Voilà. Ça dure moins longtemps, en fait, la phase où ça va pas bien. Où on s'énerve. Il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi. Un moment de découragement, Monsieur Narayana? Non, mais je rejoins mes camarades de scène. Et du coup, les montagnes russes, c'est pas forcément le lendemain, ça peut être dans la même journée, voire dans la même heure. Un super mail qui arrive, un mauvais coup de téléphone 5 minutes après. Un OVH qui brûle. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, après, le seul risque, effectivement, c'est de ne pas voir l'arrêt d'un projet comme un échec. Et surtout, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'entêtement aussi. Et ça, c'est un des pièges de cette mode start-up, parce que j'appelle ça une mode. Start-up, c'est une entreprise, même si le business model est un peu décalé avant de trouver la rentabilité, ça reste des entreprises. Et malheureusement, avec la mode start-up, on rentre dans la mode des concours, on se sent un peu dans un engrenage parce qu'on a lancé un projet, et du coup, on n'a pas forcément envie de mettre fin à un projet qui ne fonctionne pas. Et c'est là où ça devient catastrophique, parce que ça vous travaille l'esprit. Mais si vous êtes persuadé que votre projet a marché, que vous l'avez senti, vous avez vos premiers clients qui vous font confiance, là, effectivement, vous allez passer par des phases un peu compliquées, mais vous allez toujours rebondir et aller de l'avant. Par contre, ne vous entêtez pas si vraiment vous galérez, vous avez 0 client, que tout le monde vous encourage, vous gagnez des prix, mais que vous n'avez pas de marché en face. C'est aussi preuve qu'il faut savoir arrêter, rebondir, prendre l'apprentissage qu'il y a eu à prendre et passer à autre chose. Et faire un pivot. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et puis pour vos questions. Donc on arrive au terme en tout cas de cette journée. Merci à vous tous pour votre présence, votre attention, vos questions. Merci à chacun des intervenants et à vous également qui incarnez ces pépites aujourd'hui de la Réunion.